Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue pour cette deuxième conférence Topo. Et pour ce soir, un sujet, on va dire, un petit peu d'actualité en ce mois de mai. Donc, artistes, comment bien choisir ses options fiscales. Avant un petit peu de rentrer dans le sujet, quelques prochaines échéances, si vous le souhaitez, qui vont un petit peu jalonner tout le long du mois de mai pour ces nouvelles conférences. Donc Topo, Pierre Benoît vous a présenté jeudi dernier le premier volume de Qu'est-ce qui fait la valeur d'une œuvre. Si vous n'étiez pas présent ou présente, n'hésitez pas à nous demander que l'on puisse vous envoyer le replay. Également, toutes les conférences seront disponibles dans quelques jours directement sur notre site. Donc jeudi, Pierre Benoît vous présentera le portrait, donc un portrait de Léonard de Vinci sur le sujet du mécénat, notamment du mécénat. Qu'est-ce que le mécénat pour les artistes? Donc sous une nouvelle formule, non pas une conférence de 45 minutes, 1 heure, mais plus sous forme de podcast en direct qui durera une petite trentaine de minutes. Mardi prochain, le 14 mai, nous parlerons du coup de la facturation de prestations, un petit cheminement sur comment réaliser des devis, comment négocier des prestations et également comment réaliser la facturation de ces dernières. Un petit peu plus tard dans le mois de mai, Pierre Benoît vous présentera le second volume donc de Qu'est-ce qui fait la valeur d'une œuvre. Et nous finirons le mois de mai par une fiche de lecture, également un nouveau format que nous vous proposons. Pareil, sur 20-30 minutes, un format qui vous présentera certains ouvrages qui ont fait l'histoire de l'art, qui ont participé également à dresser un portrait sur la sociologie de l'art, sur la sociologie des artistes. Donc, le 28 mai, Pierre Benoît vous présentera une fiche de lecture autour du De Pictura d'Alberti. N'hésitez pas, si vous voulez, vous inscrire directement sur notre site. Si vous n'êtes pas présent pour les conférences, vous recevez bien évidemment l'ensemble des replays dès le lendemain. Voici un petit peu pour le calendrier. Alors, quant au sujet d'aujourd'hui, les différents choix fiscaux qui s'offrent à vous. Qu'est-ce que la micro-BNC? Qu'est-ce que la déclaration contrôlée? Quels sont les frais réels? Qu'est-ce que la TVA? Ou encore, qu'est-ce que la cotisation foncière des entreprises? De nombreuses questions que vous pouvez vous poser. Nous allons y répondre et je vous laisserai par la suite, si vous avez un certain nombre de questions pour aller un petit peu plus loin sur les réponses que je vous ai apportées, n'hésitez pas à utiliser le chat que je vais refermer et réouvrir à la fin de la présentation. Un premier point sur ce sujet va être d'identifier les différents types de revenus qui seront les vôtres en tant qu'artiste, que vous ayez un statut d'artiste-auteur ou non. Le premier revenu, premier type de revenu qui, je vous le donne, mais je vous le dis d'avance, qui est également à oublier, mais qu'un certain nombre d'artistes m'ont amené, ont soulevé des problématiques quant aux bénéfices industriels et commerciaux, donc BIC, qui sont principalement réservés pour des activités, pour une activité commerciale, une activité artisanale ou encore une activité industrielle. Ce type de bénéfices que vous pouvez rencontrer le sigle donc BIC sur des déclarations d'impôts ou autres, sont à oublier, ils ne concernent pas le statut d'artiste-auteur. Donc, lorsqu'un artiste-auteur a une entreprise individuelle, il n'a pas à déclarer donc de BIC. Si vous voyez ça sur n'importe quel document administratif, ne vous en occupez pas. Ce qui va vous concerner dans un premier temps, ça peut être ce qu'on va appeler les TS, traitements et salaires,
qui sont possibles de déclarer sans statut, sans numéro ciré, et qui sont donc des revenus qui vont être intégralement déclarés par des tiers. C'est souvent des revenus qui sont utilisés et déclarés par des éditeurs. Donc, lorsque vous allez travailler sur de l'édition, ou encore avec des organismes de gestion de droits d'auteur, comme la DAGP par exemple. Vous pouvez bien évidemment, avec le statut d'artiste-auteur, déclarer des traitements et salaires, tout simplement, d'un point de vue, même si ce n'est pas la question ce soir, d'un point de vue social, le tiers qui va vous rémunérer s'acquittera directement de son côté de vos cotisations sociales et vous n'aurez plus qu'à déclarer lors de votre déclaration annuelle de revenus, ajouter le montant brut de votre rémunération dans la case traitement et salaire, dans la rubrique traitement et salaire de votre déclaration d'impôt. Donc le formulaire 2042 qui est le principal formulaire que vous ouvrez lorsque vous déclarez vos revenus. Donc les traitements salaires ne sont pas forcément des revenus qui sont le plus utilisés par les artistes des arts graphiques et plastiques. Quelque chose que vous connaissez un petit peu plus en détail, qui vont là être les bénéfices non commerciaux, BNC, que vous rencontrez et qui constituent pour la plupart d'entre vous la majorité de vos revenus. Vous déclarez des bénéfices non commerciaux lorsque vous avez une activité libérale et des revenus qui ne sont pas issus d'une activité commerciale traditionnelle. L'activité d'artiste-auteur rentre dans ces activités libérales, donc vous devez déclarer des bénéfices non commerciaux. Ce sont ce sigle BNC que vous rencontrez le plus souvent lorsque vous faites des déclarations auprès de l'URSSAF Limousin, mais également auprès de différents services, style CAF, Pôle emploi, ou encore, sur le sujet de ce soir, sur vos déclarations d'impôts. Donc, c'est ce que vous privilégiez comme type de revenu en tant qu'artiste-auteur. La question qu'il faut se poser maintenant, c'est quelles sont les différentes catégories de micro-BNC? C'est ce sur quoi nous allons passer la plus grosse partie de la présentation. Beaucoup d'entre vous connaissent vaguement la possibilité d'être en micro-BNC ou bien en déclaration contrôlée. Un premier point, donc la micro-BNC, qui va être pour vous la solution que l'on vous propose le plus souvent lorsque vous débutez une activité, qui va être en effet une solution extrêmement simple, qui va être vraiment la solution au quotidien la plus simple pour vous, surtout lorsque vous vous lancez dans une activité indépendante et que vous n'avez pas forcément l'habitude ou les connaissances pour gérer comptablement tout cela. Mais nous allons le voir, cela peut être une solution qui peut s'avérer être légèrement restrictive. Donc, pour faire simple, la micro-BNC, qui est également appelée, et que vous pouvez voir sur certains documents, donc régime déclaratif spécial, consiste en une simplicité d'action comptable pour votre part, donc toute entreprise étant imposée sur son bénéfice, le bénéfice étant calculé sur le chiffre d'affaires brut hors taxe moins les dépenses professionnelles. La solution de la micro-BNC vous propose de ne pas calculer l'ensemble de vos frais professionnels, mais d'enlever un abattement forfaitaire de 34% à votre chiffre d'affaires, correspondant donc à vos dépenses professionnelles, dans l'objectif de
calculer votre bénéfice. Vous êtes en micro-BNC, vous avez un chiffre d'affaires brut hors taxe de 10 000 €, donc, qui représente la somme totale de vos factures. Vous le déclarez à l'administration fiscale. Cette dernière va enlever 3 400 € de votre chiffre d'affaires pour obtenir votre bénéfice de 6 600 €, montant sur lequel vous serez donc imposé, si vous devez être imposé. Cette solution-là est une solution extrêmement simplifiée dans les démarches. Vous n'avez pas l'obligation de tenir une comptabilité complète, pas l'obligation d'enregistrer l'ensemble de vos frais, donc toutes les dépenses que vous réalisez au quotidien, que ce soit pour la location de votre atelier, pour l'achat de matériel ou autre, vous n'avez pas à la comptabiliser et à en garder les pièces justificatives. Vous n'avez pas de compte annuel à soumettre à l'administration fiscale. Vous devez uniquement être en capacité de justifier de votre chiffre d'affaires. Pour justifier de votre chiffre d'affaires, 2 obligations. La première, garder en votre possession l'intégralité de vos factures, donc les factures que vous allez émettre tout au long de l'année et qui vont justifier vos ventes. Et également la tenue d'un livre journal, donc un livre journal en papier, qui est un document, un cahier que vous pouvez vous procurer dans n'importe quelle papeterie, qui s'appelle également journal de bord, et qui va recenser l'ensemble de vos recettes tout au long de l'année. Donc, chronologiquement, vous allez intégrer à ce cahier et écrire les enregistrements de vos recettes. Vous allez, dans un premier temps, bien évidemment, sur chaque ligne, notifier la date à laquelle vous avez effectué la transaction financière. Vous allez détailler en quoi consiste cette transaction, donc la vente d'une œuvre originale, la cession de droits d'auteur, l'obtention d'une bourse, d'un prix. Vous allez spécifier le mode de paiement, donc carte bleue, espèce, chèque, virement. Et vous allez y intégrer le montant. Un petit point de précision sur le montant. Je sais qu'il arrive à certains artistes, notamment d'utiliser des solutions de paiement en ligne, par exemple Stripe, pour des ventes sur vos sites internet ou autres. Le montant à déclarer est bien évidemment le montant facturé à votre client. Si vous vendez une œuvre à 100 €, Stripe, en effet, ou les autres solutions de paiement que vous utilisez, vont vous reverser 100 € moins leurs frais de commission. Cependant, la somme à déclarer est bien évidemment la somme facturée au client. Les frais Stripe ou autres, les diverses commissions sont directement intégrées dans les dépenses. En micro-BNC, étant donné que vous n'avez pas l'obligation de déclarer vos dépenses, ils s'intègrent totalement dans l'abattement forfaitaire de 34%. Toujours dans la déclaration et dans la simplicité d'action, lorsque vous devez déclarer vos revenus, et c'est en plus en ce moment la période de la déclaration, vous n'avez pas de compte-rendu, de bilan comptable à fournir à l'administration. Uniquement une déclaration du montant total de vos factures, donc de votre chiffre d'affaires hors taxe, que vous devez répercuter sur le formulaire 2042C Pro. Vous pouvez le télécharger en ligne sur la version papier pour voir à quoi ça ressemble. Également, vous pouvez aller chercher lorsque vous réalisez une déclaration en ligne, directement cette rubrique-là, donc régime déclaratif spécial ou micro-BNC. Et vous allez intégrer votre chiffre d'affaires, la somme totale de vos factures, dans la case 5 HQ si vous êtes déclarant 1 ou
5 IQ, pardon, si vous êtes déclarant 2. Je vous laisse reprendre si vous n'avez pas le calendrier des différentes déclarations, donc en fonction du département dans lequel vous habitez, vous devez déclarer vos revenus pour la date butoir 23 mai, 30 mai ou 6 juin. Si vous n'avez pas le temps de noter le calendrier, il reviendra par la suite. Donc, pour la partie micro-BNC, une solution extrêmement simple. Vous gardez vos factures, vous intégrez ces factures-là et vous les rentrez sur un journal de bord et vous déclarez le résultat directement lors de votre déclaration de revenus. Rien de plus. Cependant, il y a plusieurs limites. La première, vous ne pouvez réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 77 700 € en micro-BNC. Une autre limite également, c'est bien évidemment la comptabilité qu'on va voir par la suite aux frais réels. En tant qu'artiste, vous avez un certain nombre de dépenses, que vous ayez un atelier ou pas. Lorsque l'on débute une activité, par exemple, vous allez avoir un certain nombre de frais en fonction de votre pratique. Lorsque vous réalisez des expositions, un certain nombre de frais sont à prévoir. Pour la mise en exposition de vos œuvres, l'achat de passe-partout, l'achat de cadres, tout ce qui va concerner la communication sur vos œuvres, sur vos expositions, vos événements, vos projets. Donc, vous n'allez pas pouvoir quantifier ces frais. Ce qui peut être une certaine limite sur des années où vous allez investir un certain montant à la réalisation de projets. Peut-être que ces projets-là ne se comptabiliseront, ne se vendront peut-être que quelques mois, années plus tard. Ce qui peut être une certaine limite à la micro-BNC. Vous avez la possibilité, dès lors que vous créez votre statut, d'opter soit pour la micro-BNC, soit pour la solution aux frais réels que vont l'avoir ensuite, donc la déclaration contrôlée. Vous avez également, durant votre carrière, la possibilité de passer de micro-BNC à la déclaration contrôlée. Ceci se fait dans un certain cadre que nous allons voir tout de suite. Donc, la déclaration contrôlée, une solution qui peut s'avérer plus complexe, surtout si vous l'imaginez seul, si vous pensez uniquement à cette petite montagne de papiers à remplir, de documents à garder, de documents à intégrer, à envoyer à l'administration. Cependant, un certain nombre d'organismes, nous allons le voir, peuvent soit vous accompagner, soit réaliser directement votre comptabilité à votre place. Donc, ça peut être une solution en effet plus complexe, telle qu'on peut le voir, telle que je vais vous le présenter forcément de manière théorique, mais vous allez pouvoir donc avoir une solution beaucoup plus juste dans vos déclarations. Donc, cette comptabilité, ce qu'on appelle aux frais réels, toujours sur le même principe du calcul d'un bénéfice sur le chiffre d'affaires brut hors taxe, moins l'intégralité de vos frais professionnels. Dans cette solution-là, vous déclarez l'ensemble des frais qui sont les vôtres tout au long de votre année. Nous allons voir la liste par la suite. Donc, selon l'exemple, si vous avez un chiffre d'affaires à 20 000 €, que vous avez dépensé 9 000 € tout au long de l'année, le bénéfice à déclarer sera donc de 11 000 €. Vous avez également la possibilité, sur des années où vous avez investi beaucoup financièrement, mais vous n'avez pas eu de retombées économiques tout de suite, vous avez également la possibilité donc d'être en déficit, ce qui peut arriver tout au long de votre carrière. L'ensemble des frais que vous pouvez déduire sont conditionnés. Vous ne pouvez faire
ce que vous voulez. La première chose, c'est que l'ensemble des frais soient engagés dans l'intérêt direct de l'exploitation de votre entreprise. Aucun frais, on va dire, à caractère personnel ne peut être comptabilisé dans la gestion de votre entreprise. Il faut que l'ensemble des frais que vous comptabilisez puissent être en lien direct avec votre entreprise. Donc, le fait de louer un atelier, le fait d'acheter du matériel, et dans le seul objectif de pouvoir développer votre entreprise artistique. Les différents voyages, par exemple, pour se rendre sur le lieu d'une exposition, se rendre sur le lieu d'un salon, d'une foire auquel vous participerez, ont pour objectif de développer votre entreprise artistique. Et bien évidemment, de développer votre chiffre d'affaires. Il faut également que toutes ces dépenses se rattachent à une gestion normale de l'entreprise, ni excessive, ni fictive. Un exemple que j'aime énormément prendre, vous devez vous rendre dans un autre pays européen pour mener un projet, pour réaliser une exposition, vous rendre à une résidence. Vous pouvez bien évidemment comptabiliser un billet d'avion pour vous rendre sur le lieu de cet événement. Par contre, la location d'un jet privé ne serait pas prise en charge ou ne pourrait être acceptée pour vous rendre à une simple résidence, une simple exposition. Bien évidemment, l'ensemble de ces charges doivent être comptabilisées en charge au cours de l'exercice. L'ensemble des frais que vous réalisez au cours de l'année 2024 devront être comptabilisés pour l'année 2024. Vous ne pourrez reporter certains frais sur l'année 2025. Également, vous en avez peut-être entendu parler, ne pas être la contrepartie d'une immobilisation. Alors, l'immobilisation est présente lorsque vous achetez un matériel qui peut être, par exemple, être un matériel informatique, un ordinateur, dont le coût serait supérieur à 500 € hors taxe. Admettons, vous achetez un ordinateur 2500 € hors taxe, vous n'avez pas la possibilité de déduire l'intégralité de ces 2500 € sur l'année de l'achat de ce matériel. Vous devez donc, ce qu'on appelle immobiliser ce matériel-là. Vous devez tenir, on va le voir, un registre d'immobilisation dans lequel, toujours comme le journal de bord, un cahier, vous allez mettre que, par exemple, ce mardi 7 mai 2024, vous avez acheté un ordinateur à 2500 € et vous allez diviser les 2500 € par exemple en 5 parts égales de 500 € et vous allez expliquer que 500 € vont être enlevés pour l'année 2024, 500 € pour l'année 2025, 500 € en 2026, 500 € en 2027 et 500 € en 2028. Tout ceci sera répercuté in fine sur votre bilan comptable. Et bien évidemment, l'ensemble de ces dépenses doivent réellement être acquittées. Vous ne pouvez pas faire de fausses déclarations sur des frais que vous n'avez pas réglés. Et bien évidemment, s'appuyer sur des pièces justificatives. Donc, si vous souhaitez ou si vous envisagez un passage à la déclaration contrôlée, je vous conseille de garder un maximum, voire, je ne vais même pas voir, mais la totalité de vos factures. Donc, vous vous rendez dans un magasin Beaux-Arts, vous gardez votre facture. Vous vous déplacez et vous devez louer un véhicule, vous prenez un billet de train, vous gardez toutes vos pièces justificatives. Vous pourrez par la suite, si vous envisagez un passage à la déclaration contrôlée, vous pourrez à ce moment-là vous appuyer sur ces pièces justificatives. L'inverse étant plus problématique lorsque certains artistes souhaitent passer à la déclaration contrôlée et qu'ils n'ont malheureusement pas gardé les pièces. C'est souvent le cas sur toutes les factures papier que l'on va avoir dans certaines boutiques du quotidien. On peut retrouver quand même toutes les factures
toutes les factures reçues par mail. L'ensemble des frais que vous pouvez déduire sont assez larges. Si jamais vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à parfois prendre contact avec un comptable. On va le voir après avec d'autres structures qui vont également vous renseigner sur quels sont les frais que vous pouvez déduire, sous quelle quantité et comment le déduire. La première chose, tout simplement, les frais de repas. Vous avez un atelier à l'extérieur de votre domicile, vous vous rendez à cet atelier le midi, vous souhaitez acheter un repas, vous pouvez garder le justificatif et le comptabiliser dans vos charges. Également, tous les frais de déplacement. Comme je l'ai dit, que ça soit par la location d'un véhicule pour vous rendre sur un lieu de résidence, sur une foire, que ça soit un billet de train ou un billet d'avion, vous avez bien évidemment la possibilité de garder tout cela. Également, l'ensemble de vos dépenses professionnelles, que ça soit dans la création de vos œuvres, donc on va dire toute la matière première, peu importe votre pratique, que ce soit l'achat de toile, de papier pour photos, de matière première pour de la sculpture, de la gravure, vous gardez l'intégralité et vous comptabilisez l'intégralité de ces dépenses. Également, tout ce qui va constituer la mise en forme de vos œuvres. L'achat de cadres, l'achat de passe-partout. Tous les honoraires de professionnels avec qui vous allez échanger, que ce soit des conseillers, que ce soit des comptables, des juristes, des avocats si vous en avez besoin, tout ceci va rentrer dans vos dépenses. Également, pour celles et ceux qui vont envoyer leurs œuvres et qui auront donc des frais d'envoi, que ce soit pour envoyer des prints ou des œuvres à l'étranger pour une exposition, ces frais, bien évidemment, rentrent, encore une fois, dans vos charges. Tous les frais de téléphone, les frais qui pourraient être liés à un abonnement Internet, si vous avez, par exemple, un atelier. Pour les personnes, je reprends l'exemple du téléphone, qui auraient un téléphone personnel et un téléphone professionnel. La solution est extrêmement simple. L'abonnement du forfait l'abonnement du téléphone professionnel peut être comptabilisé en charge. Si vous avez un seul téléphone, comme la plupart d'entre nous, vous pouvez réaliser un pourcentage qui serait de j'utilise mon téléphone à moitié pour ma vie personnelle, à moitié pour ma vie professionnelle, donc je ne comptabilise que 50% de mon forfait téléphonique. Si vous n'avez pas d'atelier, que vous travaillez chez vous, vous pouvez en faire de même avec une part de votre loyer, une part de votre abonnement d'électricité par exemple, une part de votre abonnement Internet. Également tous les frais de documentation. Donc toute la documentation que vous allez acheter au cours de l'année, que ce soit des manuels Beaux-Arts, des livres sur votre pratique, sur l'art, sur l'histoire de l'art en général. Également tous les frais de publicité et de communication, que ça soit pour être publié dans une revue, ou bien autre chose, toute la communication que vous pourrez faire sur les réseaux sociaux, si vous payez Instagram, LinkedIn ou autre, si vous utilisez des solutions comme Mailchimp pour envoyer des newsletters, tous ces abonnements-là sont également à prendre en compte. Vous pouvez également prendre en compte tout ce qui va être communication papier. Donc, l'impression de cartes de visite, de flyers ou tout autre document. Également, toutes les cotisations que vous verserez à des ordres, des associations, des syndicats professionnels. Toutes ces cotisations-là sont à intégrer. Tous les frais qui sont liés à de la formation. Tout au long de votre carrière, vous souhaitez, par exemple, vous former, il peut y avoir des frais qui sont liés à ces formations. Vous pouvez intégrer ça directement dans vos charges. Également, toutes les dépenses vestimentaires qui seraient rendues nécessaires par l'exercice de la profession. Donc, la limite là-dessus est si, on va dire, un vêtement est utilisé à la fois dans la vie privée et dans la vie personnelle, dans la vie professionnelle et la vie professionnelle, cette dépense n'est pas à comptabiliser. Donc,
toute dépense vestimentaire qui resterait, on va dire, dans le cadre de votre atelier, de votre activité, peut être comptabilisée. Je le disais un petit peu en introduction de cette partie sur la déclaration contrôlée, une comptabilité un petit peu plus complexe dans sa gestion quotidienne. Toujours la tenue d'un livre-journal, vous êtes toujours dans l'obligation de tenir ce journal de bord. Cette fois-ci, chronologiquement, au lieu de n'intégrer que les recettes, vous y intégrez simultanément et chronologiquement également vos dépenses. Donc, lorsque vous achetez un journal de bord classique, vous avez toujours en fin de ligne une colonne pour les dépenses ou une colonne pour les recettes. Également, vous devez tenir un registre d'immobilisation, donc je vous l'expliquais tout à l'heure, un document comptable qui fait, on va dire, état de l'historique des objets, du matériel que vous aurez immobilisé et du détail de la durée de cette immobilisation. Donc, tous ces documents comptables peuvent être tenus en version papier, peuvent également être tenus via directement des logiciels de comptabilité. Pour celles et ceux qui souhaiteraient utiliser uniquement, par exemple, un tableur Excel, sachez que ça n'a aucune valeur légale et juridique. Il est extrêmement facile de supprimer une donnée sur un tableur Excel. Sur un livre-journal, toute, on va dire, page supprimée se verrait extrêmement rapidement. Et sur les logiciels de comptabilité, il est très complexe de supprimer une ligne comptable. Vous avez également l'obligation donc d'établir des comptes annuels. Et enfin, de réaliser une déclaration de vos bénéfices ou de votre déficit, donc justement du résultat de ces comptes annuels, via un formulaire qui s'appelle le formulaire 2035, que l'on va voir juste après. Pour tenir votre comptabilité, je vous le disais, souvent, beaucoup d'artistes se rendent compte, et même me le disent, de l'intérêt qu'ils auraient eux-mêmes à être en déclaration contrôlée, mais ne le font pas uniquement car tout cela leur semble trop complexe. Alors oui, vous avez la possibilité de faire l'intégralité de votre comptabilité seul. Cela vous demande un certain nombre quand même de connaissances, soit que vous avez vous-même, soit vous avez peut-être dans votre entourage, famille, amis. C'est une possibilité qui va vous demander un petit peu plus de travail, que ce soit directement dans la gestion quotidienne, mais également lorsque vous allez devoir justement remplir tous vos documents, remplir les formulaires, les envoyer à l'administration fiscale. C'est une solution qui sera peu onéreuse. Vous avez également, en plus de ça, la possibilité de vous faire accompagner par ce qu'on appelle une association de gestion agréée. Par le passé, toutes les entreprises individuelles qui étaient en déclaration contrôlée avaient l'obligation de souscrire à une association de gestion agréée. Maintenant, ce n'est plus obligatoire, mais je vous le conseille vivement. Une association de gestion agréée spécialisée pour les métiers artistiques est Artaga, dont vous voyez le logo à gauche de la présentation, qui est une société qui va accompagner les artistes, qui va former, accompagner les artistes dans la gestion comptable de leur activité. Vous avez la possibilité, en prenant une adhésion annuelle, d'avoir un soutien au quotidien sur la gestion de votre comptabilité. Vous pouvez tout à fait leur soumettre un certain nombre d'interrogations que vous rencontrez, que ça soit dans la gestion courante, mais également lorsque vous devez remplir tous les documents. Donc on va le voir après, le formulaire 2035 qui, lorsque l'on n'a pas l'habitude et qu'on le découvre pour la première fois, peut entraîner un certain nombre de questions. Donc, vous pouvez leur soumettre votre travail et leur poser l'ensemble des questions. Vous avez également la possibilité d'utiliser un logiciel de comptabilité.
Artaga propose un logiciel de comptabilité qui est donc directement lié à leur structure et qui vous permet une excellente relation avec eux. Mais vous avez également la possibilité de ne pas travailler avec une association de gestion agréée et de trouver certains logiciels de comptabilité comme, je vous mets celui-ci, mais vous en avez un certain nombre, comme Indy. L'avantage de ces logiciels de comptabilité, et pour l'ensemble, hein, vous avez la possibilité de faire un lien direct entre le logiciel et votre compte en banque, et donc que le logiciel intègre automatiquement l'ensemble de vos recettes et de vos dépenses. Concernant le compte en banque, je vous conseille vivement, lorsque vous êtes en déclaration contrôlée, d'ouvrir un compte non pas forcément professionnel, puisque vous n'avez pas l'obligation en tant qu'artiste-auteur d'avoir un compte professionnel, mais à minima un compte dédié à votre activité. Ce qui vous permettra de retrouver plus facilement les lignes de compte qui sont réellement dédiées à votre activité et ne pas faire de mélange avec votre activité, avec votre vie personnelle. Donc, via un logiciel de comptabilité comme Indy, il y en a d'autres, vous enregistrez votre compte en banque. Sur l'application arrive directement l'ensemble des transactions. Vous n'avez plus qu'à intégrer les différents justificatifs, facture d'achat et également toutes vos recettes. Ainsi, le logiciel va faire directement un rapprochement bancaire et va gérer votre comptabilité ainsi. À la fin de l'année, via le logiciel, l'ensemble des documents, notamment le formulaire 2035, registre d'immobilisation, journal de bord, pourront être édités. Pour cela, il faut bien évidemment prendre la version toujours payante des différents logiciels. Donc vous pouvez très bien avoir cette solution-là, et à la fin de l'année, soit directement envoyer votre formulaire 2035 à l'administration, ou même demander à une association de gestion agréée ou à un comptable de faire une relecture de manière à s'assurer que vos comptes soient corrects et qu'il n'y ait pas d'erreur. Là, pour les logiciels de comptabilité, en termes de prix, vous allez avoir un petit peu, c'est assez varié, en disant que vous allez être à peu près sur 20-30 euros par mois d'abonnement. Bien évidemment, vous avez des prix très variés. Enfin, vous avez également la possibilité de faire appel à un comptable ou un expert comptable, qui peut être une solution peut-être plus onéreuse, parce que un comptable, en fonction du nombre de lignes comptables à intégrer, va vous facturer peut-être entre 600 700 euros hors taxe par an, pouvant aller jusqu'à 1400 1500 euros hors taxe. Donc ça peut être en effet un coût au quotidien d'avoir un abonnement qui pourrait avoisiner une centaine d'euros par mois. Cependant, le comptable, lorsque vous choisissez, je vous encourage également à choisir un comptable qui a l'habitude de travailler avec les artistes-auteurs, vous allez vous rendre compte que ce travail avec lui va être bénéfique et va enlever justement vos peurs. Dans le sens où vous allez pouvoir soumettre l'intégralité de vos dépenses, vous allez avoir un soutien au quotidien. Alors, je ne dis pas d'appeler le comptable tous les matins, bien évidemment, mais vous pouvez très bien contacter votre comptable en disant, voilà, je vais avoir cette dépense-là, je compte acheter ça, est-ce que je peux le déclarer sur en charge sur mon entreprise individuelle? Est-ce que voilà, c'est vraiment un soutien que vous avez au quotidien. Ensuite, lorsque vous travaillez avec un comptable et que vous lui déléguez l'intégralité de votre comptabilité, vous n'avez que peu de travail à faire au final. Vous avez uniquement à garder l'intégralité de vos documents, de vos recettes, de vos dépenses, et de lui soumettre. Et en soumettant ces documents-là avec vos relevés de compte, vous aurez donc tous les documents à fournir au comptable qui, lui, réalisera la saisie comptable et l'émission des différents documents. Donc c'est une solution qui peut être extrêmement intéressante. N'hésitez pas à contacter
si vous avez un certain nombre de questions extrêmement précises quant à la gestion quotidienne, quant vraiment au montant des achats que vous pouvez déduire ou pas, parfois à contacter un comptable autour de chez vous, à lui exposer votre situation et donc à le questionner sur les possibilités. La plupart des comptables répondront à vos questions tout simplement. Donc, votre déclaration fiscale. La première chose, on l'a vu en micro-BNC, vous avez juste à fournir un document et à intégrer votre résultat directement sur votre déclaration de revenus. Là, en déclaration contrôlée, vous avez l'obligation donc de remplir le formulaire 2035. Vous voyez les deux premières cases juste ici. Ce document-là va exposer l'ensemble de vos recettes et l'ensemble de vos dépenses. Et donc, va faire état de votre résultat, que vous soyez en bénéfice ou en déficit. Ce document est à fournir à l'administration fiscale au plus tard 15 jours après le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Donc cette année, le 1er mai étant un mercredi, le deuxième jour ouvré a été le vendredi 3 mai. Vous avez donc jusqu'au 18 mai, 15 jours plus tard, pour fournir ce formulaire 2035. Une fois que vous avez obtenu votre résultat, que vous avez fourni le montant de ce résultat à l'administration fiscale, vous pouvez déclarer ce montant-là sur vos revenus, sur la déclaration de revenus. Donc, vous allez toujours dans la partie 2042C Pro, et ici, vous allez aller chercher, si vous êtes déclarant 1, la case 5QC, et si vous êtes en déclarant 2, la case 5RC. Un petit point également, parce que je me suis aperçu que je ne l'ai pas noté, le formulaire 2035 est à fournir sur l'espace professionnel. Donc, lorsque vous allez sur le site impôts.gouv, vous avez en haut à droite, toujours en bleu, l'espace personnel et en rouge, juste en dessous, l'espace professionnel. La déclaration 2035 qui est à intégrer dans la partie professionnelle. Donc, si vous souhaitez passer en déclaration contrôlée, vous pouvez créer un espace. La déclaration de revenus, quant à elle, se fait directement sur la partie personnelle. Et encore une fois, vous avez les dates en fonction de votre département. Donc, une première deadline au 23 mai, une deuxième au 30 mai, et enfin, la dernière deadline est fixée au 6 juin pour l'envoi de votre déclaration. Alors, si vous souhaitez passer de micro-BNC à la déclaration contrôlée, sachez que vous pouvez le faire même une fois qu'une année est terminée. Prenons exemple sur l'année en cours, l'année 2024. Vous réalisez votre année entre donc, le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2024. Vous avez la possibilité d'acter un passage de micro-BNC à la déclaration contrôlée en fournissant à l'administration fiscale la déclaration 2035 avant le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, qui était donc le 3 mai cette année. Les changements pour lesquels vous allez opter sont valables pour 2 ans. Vous ne pouvez décider de passer d'une année sur l'autre à la micro-BNC, la déclaration contrôlée. Si pour l'année 2024, vous vous posez la question, avant même de prendre une décision, qui sera sûrement, elle, à prendre dans les premières semaines de janvier, une fois que l'année sera terminée, je vous conseille de préparer votre changement. Donc, tout simplement, vous pouvez même le mettre en place sur un dossier, par exemple sur votre ordinateur, où vous allez garder l'intégralité de vos factures, celles que vous avez émises pour vos recettes, mais également l'intégralité de vos dépenses. Donc, que ce soit des factures papier que vous scannez ou que vous prenez en photo avec votre téléphone, ou tous les documents que vous recevez par mail. Vous intégrez ces résultats dans un tableur Excel dans un premier temps, uniquement pour avoir les différents totaux qui seront en fonction des catégories. Et une fois l'année terminée, potentiellement aller soumettre ça à
un interlocuteur professionnel de la question. Donc, allez voir, par exemple, Artaga, le 15 janvier 2025, en leur disant, voilà, je me suis posé la question toute l'année dernière d'un passage à micro-BNC à la déclaration contrôlée. Voici mes recettes, voici mes dépenses, qu'est-ce que vous me conseillez? Vous pouvez également réaliser la même chose avec un ou une comptable. Certains comptables proposent pour les artistes des rendez-vous de conseil, on va dire, de 30 minutes gratuitement en disant « Amenez-moi vos documents et nous allons étudier ensemble quelle catégorie est la meilleure pour vous. » Si jamais il y a un passage à la déclaration contrôlée, à ce moment-là, le ou la comptable pourra vous proposer ses services pour la gestion quotidienne. Un point maintenant, et qui peut aller de pair avec la déclaration contrôlée, et qui est, encore une fois, également souvent oublié des artistes, que certains comptables peuvent recommander, qui va être la taxe sur la valeur ajoutée, la TVA. La TVA que vous connaissez sûrement, qui n'est pas une taxe sur les bénéfices, mais bien une taxe sur le chiffre d'affaires. Cette TVA, pour les artistes, il y a 3 possibilités. Celle qui va souvent de pair avec la micro-BNC. Lorsque l'on crée un statut, c'est la solution la plus facile, franchise en base. Également, par la suite, il peut y avoir une évolution réelle simplifiée ou réelle normale. Donc, première possibilité, ce que l'on appelle la franchise en base. Un petit peu comme la micro-BNC, une solution extrêmement simple. Vous n'avez pas à récolter la TVA pour l'administration fiscale. Donc, l'intégralité des montants que vous facturez à vos clients ne font pas mention d'un hors-taxe ou d'un TTC. Vous vendez une œuvre à 1 000 € sur votre facture, seul le montant de 1 000 € devra apparaître. Votre client n'aura pas à s'acquitter d'un montant de TVA. En dessous, ou du moins quelque part sur votre facture, souvent en dessous du montant, vous avez l'obligation de faire apparaître la mention suivante, TVA non applicable, article 293B du Code général des impôts. C'est une obligation lorsque vous êtes en franchise en base. Vous avez la possibilité donc d'opter pour la franchise en base dès la création de votre statut. Vous avez la possibilité de passer de la franchise en base à une solution donc réelle également en cours de carrière. Pour cela, je vous invite à vous rapprocher de votre SIE, donc le service des impôts des entreprises. Si vous ne savez pas quel est votre SIE, vous pouvez l'avoir sur les en-têtes de tous les documents de l'administration fiscale que vous recevez concernant votre entreprise. Vous pouvez également tout simplement chercher le répertoire des différents SIE en France. Pour, par exemple, une ville comme Paris, vous avez un SIE par arrondissement. Pour d'autres villes, vous avez souvent un SIE au sein d'une préfecture ou d'une sous-préfecture. Donc, si vous souhaitez faire un changement, vous pouvez en parler à, encore une fois, une association de gestion agréée, à une comptable, à un comptable, parfois à un fiscaliste. Il peut s'avérer que certains comptables ne soient pas, surtout s'ils ne connaissent pas réellement l'activité et les différentes réglementations autour du statut artiste-auteur et de la réglementation fiscale, il peut y arriver parfois qu'il y ait quelques petits débats autour des différents taux de TVA, on va le voir par la suite. Donc toujours, renseignez-vous auprès des bons interlocuteurs. Vous pouvez réaliser un changement. Ce changement devra être obligatoire si vous dépassez 47 600 € de chiffre d'affaires brut, hors taxe. La récolte de la TVA deviendra obligatoire dès le 1er janvier de l'année suivante. Donc, si cette année, vous réalisez 50 000 € de chiffre d'affaires, au 1er janvier 2025, votre première facture devra, dès lors, intégrer la TVA. De la même manière, on va voir un petit peu le calcul, des exemples de calcul après pour voir réellement comment fonctionne la TVA.
Vous aurez donc à garder les pièces justificatives de vos achats, puisque lorsque vous déclarez votre TVA, vous déclarez d'une part la TVA que vous avez récoltée au prix de vos clients, donc celle que vos clients vous ont donnée pour le compte de l'État, mais également vous acquittez d'un certain montant de TVA lorsque vous allez acheter du matériel. Bien souvent, vous allez avoir 20% de TVA dessus. Également, un deuxième plafond, si vous dépassez 58 600 € de chiffre d'affaires brut hors taxe, vous avez l'obligation de facturer la TVA au premier jour du mois de dépassement. Ce qui veut dire que si en 2024, par exemple, vous émettez une facture le 18 décembre, que le montant de cette facture dépasse le plafond de 58 600 €, vous devrez d'une part appliquer la TVA sur cette facture, mais également appliquer la TVA rétrospectivement sur toutes les factures depuis le 1er décembre. Donc ça reste quelque chose également peut-être à anticiper. Vous pourrez très bien, si vous avez émis des factures entre donc là, pour cet exemple, le 1er et le 18 décembre, éventuellement récupérer la TVA en plus et refacturer la TVA, peut-être pour des entreprises qui, elles, la récupèrent. Pour des particuliers, il est assez compliqué, si quelqu'un vous achète une œuvre à 1 000 €, de lui dire « vous me devez 55 € en plus car je viens de passer à la TVA et la vente d'œuvres est donc taxée à 5,5 %. Ça sera compliqué donc. Tout ceci peut être à connaître et donc à anticiper. Lorsque vous réalisez un changement, vous avez deux possibilités. Donc, un régime au réel simplifié, qui fonctionne un petit peu comme fonctionne l'URSSAF Limousin, par exemple, sur la base sur vos cotisations sociales, c'est-à-dire des acomptes trimestriels ou semestriels qui sont régularisés une fois par an suite à votre déclaration annuelle. Donc, par exemple, pour l'année 2024, si vous êtes au réel simplifié, vous allez 4 fois par an ou 2 fois par an vous acquitter d'un certain montant de TVA, puis en 2025, réaliser votre déclaration finale, et à ce moment-là, l'administration fiscale réalisera une régularisation. Si vous avez assez réglé de TVA, vous n'aurez donc aucun montant à régler. Si vous devez payer, l'administration fiscale vous demandera de régulariser votre situation, mais également dans l'autre sens, si vous êtes déficitaire de TVA, l'administration fiscale vous remboursera. Et également, la dernière solution, le régime réel normal, où là, vous déclarez et vous payez votre TVA mensuellement ou trimestriellement. Les différents taux. Beaucoup d'artistes se posent la question, ont du mal parfois à faire la différence entre leurs différentes activités. Tout simplement, lorsque vous réalisez une vente ou une location d'œuvres, vous pouvez appliquer un taux à 5,5 %. Lorsque vous réalisez une cession de droit d'auteur, vous appliquez un taux à 10 %. Et pour l'ensemble des autres activités, un taux à 20 %. Vous avez la possibilité, et vous en avez alors qui sont indépendants ou qui sont même directement sur des sites de l'administration fiscale, aller chercher des calculateurs de TVA tout simplement. Vous vendez une œuvre à 850 €, vous souhaitez calculer les 5,5 % de TVA sans faire d'erreur, vous avez directement la possibilité sur certains calculateurs en ligne d'obtenir les différents montants. Quelques petites précisions. Toutes les aides à la création, les bourses que vous recevrez de la part d'organismes publics ou privés sont exonérées de TVA. Également, lorsque vous réalisez par exemple des ateliers de pratique artistique qui font partie de vos revenus accessoires. Si vous donnez un cours à un particulier et qu'il y a un intermédiaire entre vous et lui, par exemple, vous travaillez avec un centre socioculturel où le centre va facturer, par exemple, va faire payer le cours et vous réglez par la suite, vous appliquez un taux de TVA à 20 %. Par contre, si c'est
directement la personne qui reçoit le cours que vous facturez. Si par exemple vous recevez un particulier dans votre atelier et que vous lui donnez un cours de pratique, à ce moment-là, il y a une exonération TVA, vous n'avez pas à appliquer la TVA. Deux petits exemples pour vous montrer comment peut fonctionner la TVA. Dans le premier cas, vous devez vous acquitter de la TVA. Dans un second cas, c'est l'administration qui vous rend un certain montant. Le premier est donc assez simple. Vous avez un chiffre d'affaires brut hors taxe de 20 000 euros, qui est constitué uniquement de vente d'œuvres, donc taxé à 5,5%. Vous avez donc facturé pour 21 100 euros. Et vous avez donc 1 100 euros de TVA qui a été collecté et que vous devez reverser à l'État. Dans le même temps, sur votre année, vous avez acheté pour 5 000 euros de matériel hors taxe, avec donc 1 000 euros de TVA à payer. À ce moment-là, vous déclarez tout simplement avoir encaissé 1 100 euros de TVA, en avoir payé 1 000 euros. Il vous reste 100 euros à reverser à l'administration. Dans l'autre sens, vous avez vendu pour 20 000 euros hors taxe d'œuvre, donc encaissé toujours une somme totale avec 5,5% de taxes sur ces montants, 21 100 euros. Vous avez collecté 1 100 euros de TVA. Et à côté de ça, vous avez acheté du matériel pour 10 000 euros et donc vous avez payé 2 000 euros de TVA. Lorsque vous déclarez à l'administration fiscale, vous allez lui déclarer avoir collecté 1 100 euros, en avoir payé 2 000 euros. À ce moment-là, l'administration fiscale vous reversera la différence. C'est pour ça qu'il peut être assez intéressant en tant qu'artiste d'opter pour un passage à la TVA, dans le sens où, lorsque la majorité de vos recettes sont issues de ventes d'œuvres, vous taxez vos ventes d'œuvres à 5,5%. Or, sur la majorité du matériel que vous avez, de location par exemple de votre atelier, de frais d'électricité, d'assurance, etc., vous êtes imposé dans la plupart des cas à 20%. Si vous avez un certain nombre de questions là-dessus, n'hésitez pas, encore une fois, lorsque je reprends l'exemple d'Artaga, lorsque vous sollicitez une association de gestion agréée comme Artaga, vous avez, dans la plupart des cas, c'est le cas avec Artaga, des journées de formation qui vont vous permettre de comprendre précisément tous les détails, qui n'est pas possible là en une petite heure d'aborder. Donc voilà, n'hésitez pas à aller un petit peu plus dans le détail, mais à vous y intéresser parce que c'est dans votre intérêt de vous intéresser à tout cela. Et bien évidemment d'être accompagné, de ne pas rester uniquement seul face parfois à cette montagne de papiers et de déclarations. Pour finir, la cotisation foncière des entreprises, qui est souvent une question que se posent les artistes. Alors, la plupart du temps, ça arrive lorsqu'ils déclarent leur activité, dans les quelques mois suivant la déclaration d'activité, mais ça arrive pour des artistes, j'ai déjà rencontré ce cas de figure-là, où parfois, après plusieurs années, ils recevaient toujours des montants, des documents au sujet de la cotisation foncière des entreprises, CFE. Cette cotisation foncière des entreprises est une taxe dont toutes les entreprises, et notamment les entreprises individuelles, doivent s'acquitter. C'est une taxe qui est fixée en fonction de l'établissement géographique de l'entreprise et dont les montants sont calculés selon l'établissement géographique. Il y a un certain nombre d'exonérations, notamment les activités artistiques. Je vous laisse ici 3 alinéas qui regroupent, on va dire, une majorité des artistes, pas tous, mais une majorité. Pour la plupart, les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs, considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art. C'est également le cas pour les photographes et les auteurs. Pour toutes les activités qui relèveraient plus des arts graphiques,
Donc, que ça soit l'activité de graphiste, l'activité designer, motion designer par exemple, l'administration est un petit peu... et c'est un petit peu complexe. Beaucoup d'artistes vont demander des exonérations. Parfois, cela va être accepté. Parfois, non. C'est un petit peu compliqué réellement de savoir pour ces métiers de la création graphique quelle est réellement la réglementation. Si, en tout cas, vous êtes contacté par l'administration pour régler une cotisation foncière d'entreprise, vous avez la possibilité donc de demander une exonération. Vous pouvez tout simplement envoyer un email directement donc à votre SIE, donc Service des impôts des entreprises, avec les informations suivantes. Vous expliquez bien évidemment que vous avez une activité artistique, que vous faites partie et vous pouvez citer les différents alinéas du texte que je vous ai montré auparavant. Vous expliquez que vous êtes bien dans ce cas de figure-là et vous prouvez de votre activité avec une attestation d'affiliation à l'URSSAF Limousin que vous pouvez aller chercher sur l'espace Mes documents de votre plateforme artiste-auteur ou vous pouvez demander à l'URSSAF. Vous pouvez également envoyer un document, donc le certificat d'immatriculation, qui vous est envoyé par l'INSEE et contenant notamment votre adresse, votre numéro SIREN, votre numéro SIRE, ou encore votre code APE. Voilà un petit peu pour cet horizon, pour ce tour, peut-être un petit peu rapide en 1 heure forcément, sur toutes ces questions-là. Si vous avez plus précisément d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter directement par mail ou même à prendre rendez-vous avec nous. Vous allez sur le site, vous avez un onglet en haut à droite, prendre rendez-vous. Et si vous avez un petit peu plus de questions, n'hésitez pas à revenir. Je ne sais pas si, avant même de finir cette présentation, vous avez vous-même dans le chat des questions. Si vous n'en avez pas, je vais dans ce cas-là vous souhaiter une excellente soirée et vous dire à très vite. Au revoir.